Bonjour, bonsoir mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux à vous introduire au chapitre numéro 3 du livre des débutants. Ce chapitre est intitulé « L'état vibratoire ». En fait, c'est quoi? Et la première question que nous avons ici dans ce chapitre est: y a-t-il des différences d'état de vibration? Évidemment, la réponse est affirmative, n'est-ce pas? Et pour pouvoir l'illustrer, je vais vous donner un simple exemple. Prenons par exemple l'eau, l'air, le feu et la terre. Ce que nous appelons dans l'enseignement les êtres des 4 éléments. Ces substances ont des vibrations tout à fait différentes. Par exemple, vous allez aller dans votre jardin et prendre une poignée de terre et vous pouvez la garder sous vous quelque temps et puis la relâcher. Avec l'eau, la situation est un peu différente. L'eau est fluide, l'eau est versatile. Ce n'est pas aussi simple que de prendre l'eau et puis de pouvoir retenir l'eau, ce n'est pas possible. Prenons un autre élément, le feu. Nous pouvons voir le feu, mais nous ne pouvons pas toucher le feu. Pourquoi? Parce que ça peut vous causer du tort, ça peut vous brûler, au moins si vous êtes au niveau humain, où nous sommes. Et la quatrième chose, le quatrième élément dont j'ai parlé, c'était l'air. Nous ne voyons pas l'air, mais nous sommes conscients que l'air là, parce que sans air, nous ne pouvons pas respirer. Alors ça, ce sont des simples 4 éléments que j'ai cités, et chaque élément a un taux de vibration différent, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une façon de plus simple de pouvoir expliquer l'état vibratoire. On va aller en profondeur comme on continue. Alors, on va parler du choc mécanique et du choc électromagnétique. Qu'est-ce que ces choses ont à faire avec la vibration? Alors, je vous donne un autre exemple. Allez par exemple au bord d'un lac et l'eau est très calme. Alors, si vous prenez par exemple un caillou et vous jetez ce caillou dans l'eau, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir d'abord qu'il y a un impact entre le caillou et la surface d'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des ondes qui quittent le centre où l'impact a été provoqué et ces ondes commencent à bouger vers la périphérie et continuent à disparaître avec le temps. Alors ça, c'est un simple exemple d'un phénomène vibratoire parce que qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une collision entre deux forces, le caillou et l'eau, et quelque chose est arrivé à la surface de l'eau. Et ça, c'est une simple explication du mot vibration. Un mouvement perpétuel qui va du centre à la périphérie, n'est-ce pas? Un mouvement qui est continuel, qui vibre. Bon, ça c'est un exemple très simple qui est visible à l'œil. Mais aussi, d'autres exemples peuvent être invisibles. Par exemple quoi? Maintenant, je suis en train de vous parler et vous pouvez m'entendre. Pourquoi? Parce que quand je parle, mes cordes vocales sont en train de faire vibrer l'air. C'est-à-dire qu'il y a un petit choc qui se fait dans l'air. Et l'air transporte mes paroles vers vous. Ça vous arrive, ça impressionne votre tympan. Et vos nerfs auditifs transmettent cette vibration vers le cerveau. Et alors vous apercevez que je vous parle. C'est le même cas par exemple quand un pianiste est en train de jouer. C'est le même phénomène qui arrive. Et ça, ce sont des phénomènes que nous pouvons constater, qui sont visibles et que nous pouvons même éprouver par nos sensations. Choc mécanique, exemple d'un caillou qui ricoche sur la surface du lac. Choc mécanique, exemple de nos cordes vocales. Nous parlons ou nous chantons, ou par exemple, l'exemple d'un pianiste qui joue et que nous pouvons écouter. Tout ça, ce sont du choc.
Et ces chocs provoquent quelque chose. Et c'est que c'est notre expérience que nous rencontrons quand nous voyons toutes ces histoires qui arrivent. Et comme je l'ai dit avant, ça c'est des choses qui étaient visibles à l'œil nu. Mais il y a aussi des chocs qui se font au niveau moléculaire, au niveau des atomes. Les chocs ne sont pas tellement clairs, mais on peut toujours les expliquer. C'est pour cela que dans le coin des débutants, on parle des impulsions électromagnétiques. Les impulsions électromagnétiques sont de phénomènes que nous devons comprendre. Mais pour bien le comprendre, il faut avoir une idée de ce qu'est un atome, la composition d'un atome, parce que ce choc se fait au niveau de l'atome. L'atome, c'est la plus petite particule, si vous voulez, de la matière que nous connaissons en ce moment-ci. Et quand on parle de l'atome est composé de certains éléments. Le noyau de l'atome est composé du proton et du neutron. Et il y a une ellipse autour de l'atome où siège l'électron, qui est de charge négative, le proton est de charge positive, le neutron n'a pas de charge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'électron reçoit un choc, les électrons qui sont sur l'ellipse pratiquement sont poussés en dehors et se rencontrent avec les autres électrons et ils forment un courant qu'on appelle statique, ce point. C'est-à-dire que le courant ne circule pas, mais il est là. Et quand on donne un conduit à ce courant, le courant commence à circuler. Et quand le courant circule, vous avez tout autour de la circulation du courant un champ électromagnétique. Je vous donne un exemple, par exemple. Il y a par exemple des gens qui utilisent leur téléphone cellulaire avec des écouteurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le téléphone cellulaire a un champ magnétique qu'il crée. Alors, ils ne veulent pas mettre ce téléphone à côté de leur oreille. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas s'il y a un danger qui est dû à ça. Alors, ils utilisent des écouteurs qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir garder les téléphones à distance. Il y a des gens qui disent que ça cause les cancers, il y a des gens qui disent que ça cause des problèmes de santé. Les recherches sont là, en cours, et on attend des réponses définitives. Alors, ce champ électromagnétique est un champ qui est toujours accompagné, qui continue, qui couvre, si vous voulez, qui accompagne l'électricité. Sans électricité, il n'y a pas de champ magnétique. Alors, ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. L'électricité circule, et tout autour, le champ magnétique se forme. C'est pour cela qu'on a le concept de l'électromagnétisme, c'est-à-dire une combinaison d'électricité et du magnétisme. Au XVIIIe siècle, on avait l'habitude d'étudier l'électricité de côté et le magnétisme de côté, mais après ils ont compris que les deux champs doivent venir ensemble. L'électricité et le magnétisme vont côte à côte. C'est pour cela qu'on parle de l'électromagnétisme. À ce niveau-là, nous ne pouvons pas voir le choc qui se produit, parce que le choc se produit au niveau moléculaire. Alors, on ne peut pas voir une molécule à l'œil nu, on ne peut pas voir un atome à l'œil nu, ce sont des choses qui sont vraiment cachées. Un autre exemple d'impulsion électromagnétique, ce serait un rayon lumineux qui frappe votre rétine. Et quand votre rétine est impressionnée par ce rayon lumineux, votre rétine transmet cet impact au cerveau, et le cerveau peut recevoir ce que vous avez vu et voir la lumière. Alors ça, ce sont des choses qui sont visibles à l'œil nu. Ce sont des choses parfois qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est-à-dire un choc peut être visible ou invisible. C'est vraiment ça la leçon, quoi. Un choc mécanique clair, un choc électromagnétique qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui existe. Pourquoi? Parce que nous voyons les effets. Par exemple, nous pouvons entendre la musique, nous pouvons par exemple entendre la radio, tout ça. Et les radios sont basées sur les fréquences. Il y a des récepteurs qui sont là. C'est-à-dire, pour faire un petit sommaire de ce que je viens de dire, il y a le choc mécanique qui sont là, qu'on peut percevoir. Et il y a aussi des chocs électromagnétiques qui sont tellement subtils qu'il n'est pas simple de pouvoir les observer. Mais ce qu'il faut comprendre, que toujours d'un côté il y a un émetteur et de l'autre côté il y a un récepteur, n'est-ce pas? C'est ce qui se fait par exemple quand on prend notre exemple de l'électromagnétisme, par exemple
quand, quand il y a un effet lumineux et que votre rétine est impressionnée par la lumière, c'est aussi un choc, mais qui s'est fait de façon subtile et qui impressionne vos yeux, et cette transmission se fait au cerveau, n'est-ce pas? Alors ça, ce sont des choses que vous pouvez voir, que vous pouvez observer, et d'autres choses, c'est un peu difficile à observer. Pourquoi? Parce que on ne peut pas voir l'atome, on ne peut pas voir la molécule, mais on est conscient du fait que l'atome et le molécule sont là, n'est-ce pas? Alors, parlons de choc mécanique, parlons de choc électromagnétique, parlons de transmission. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'être humain? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'enseignement? Eh bien, quand nous nous regardons nous-mêmes comme des êtres physiques, nous avons tous un émetteur, qui est notre cerveau, et nous avons aussi un récepteur, le récepteur qui est aussi notre cerveau. Et il y a toujours une transmission qui se fait à distance. C'est ce que nous appelons dans l'enseignement la télépathie, communication à distance. Et ça arrive dans plusieurs cas. Vous avez par exemple le cas où vous prenez le téléphone et vous téléphonez quelqu'un et il vous dit de l'autre côté, « Oh, vous savez, je pensais même à toi. J'y ai pensé hier, aujourd'hui, voilà, tu me téléphones. » C'est-à-dire que nous nous communiquons de façon télépathique. Nous avons des communications à distance, mais pour la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de cette communication. Nous ne sommes pas conscients de ce choc que nos cerveaux envoient à d'autres personnes. Mais si vous êtes concentré, vous êtes présent, c'est très facile de pouvoir recevoir ces communications et de sentir qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous pouvez les sentir à distance. Pourquoi? Parce que la personne qui s'engage à faire quelque chose peut déjà vous annoncer cette chose par la pensée, et vous pouvez être de l'autre côté et capter cette pensée et pouvoir l'utiliser, je dirais, à bon escient. Alors c'est ça, c'est ce qui est important, c'est ça la relation entre le choc mécanique, l'impulsion électromagnétique et la télépathie. C'est comme ça que tout ça se combine, n'est-ce pas? Tout est combiné. Le choc, qu'est-ce qui arrive avec le choc? Qu'est-ce qui arrive avec le choc, l'impulsion électromagnétique? Et qu'est-ce qui arrive avec la télépathie? C'est-à-dire, chaque fois quand vous envoyez quelque chose, c'est toujours capté à distance. Par exemple, aujourd'hui, si vous tournez la radio et vous voulez une émission spéciale, vous devez être sûr que vous avez vraiment calibré votre radio sur cette émission. Alors, par exemple, si vous voulez écouter une émission de BBC, British Broadcasting Corporation, il faut... quelle est la station qu'il faut aller chercher? Et quand vous trouvez cette station, immédiatement vous avez l'émission. Pourquoi? Parce que ce sont des ondes électromagnétiques qui sont envoyées par les émetteurs et vous pouvez les capter avec votre radio. C'est-à-dire qu'il y a une loi de sympathie qui fait que ces émissions sont captées par des récepteurs. C'est la même chose avec le pouvoir de la pensée. Vous projetez votre pensée et si une personne est en bonne forme, je veux dire en bonne forme, une personne est présente et la personne est consciente et il y a un contrôle de soi, ils peuvent facilement communiquer avec vous sans même que vous parliez. La télépathie est là, c'est comme ça que la télépathie reflète aussi une vibration. Pourquoi? C'est parce que c'est une communication qui se fait à distance. Et cette communication est applicable à tous ceux qui sont présents. Et il y a plusieurs instants, plusieurs cas de télépathie. Les gens le font chaque jour. Et ils croient que c'est le hasard. Mais nous savons que le hasard n'existe pas. Coïncidence n'existe pas. C'est quelque chose qui arrive, il faut être présent pour pouvoir l'accueillir. Alors de là, on passe à la question, combien de cerveaux nous avons? Comme être humain, nous avons deux cerveaux. Nous avons un cerveau physique et nous avons un cerveau psychique. Le cerveau physique est celui que nous utilisons chaque jour, quand nous sommes dans notre corps physique. Et le cerveau psychique, c'est celui que nous allons utiliser, ou qu'on utilise quand on se désincarne, quand on laisse le corps physique, parce que la communication continue. Alors, cette télépathie peut se faire entre cerveau physique, ou cette télépathie peut se faire entre cerveau physique et cerveau psychique. Par exemple, avec des gens qui communiquent avec les désincarnés. Alors ça, ce sont pratiquement les relations entre le choc mécanique, impulsion électromagnétique et la télépathie qui se fait dans le corps physique. C'est là que ces notions peuvent trouver une application dans l'enseignement des Vali. Et dans l'enseignement des Vali, nous parlons de la télépathie, de la communication à distance.
Et avec le temps, les gens peuvent développer ce pouvoir pour pouvoir communiquer à distance. Et quand vous lisez par exemple La vie de maître, il y a des millions et des millions d'exemples où l'on vous montre que, par exemple, les moines qui sont en Orient utilisent fréquemment la télépathie. Le moine tibétain, tout ça, ils sont très développés en utilisant ce pouvoir qui est la télépathie. Alors je crois que c'était ça pratiquement. Bon, j'ai parlé du cerveau physique et du cerveau psychique. Alors, allons-y dans le camp des débutants. Quelle différence y a-t-il entre le milieu physique et le milieu psychique? La réponse est celle-ci. Le premier est celui dans lequel l'homme incarné évolue pendant qu'il occupe son corps charnel. Le second est celui dans lequel il vit après sa désincarnation s'il n'est pas ascensionné. S'il n'est pas ascensionné, n'est-ce pas? On vit alors avec son cerveau psychique. On est désincarné, mais on utilise le cerveau psychique. Mais si vous êtes ascensionné, alors vous n'avez pas besoin d'un cerveau psychique, puisque vous avez quitté le plan astral pour aller sur d'autres plans. Alors, la 13e question est celle-ci. Quels moyens l'homme utilise-t-il pour les correspondances télépathiques? Évidemment, comme on l'a dit, le pouvoir de la pensée. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. La pensée est quelque chose qui est très forte. La plupart du temps, on ne le réalise pas. On a toutes sortes de pensées, et dans Vali, on nous dit de pouvoir respecter le pouvoir de la pensée. Il faut faire très attention à ce que vous pensez, à ce que vous projetez. Pourquoi? Parce que ça se matérialise, sinon pas physiquement, mais ça va dans l'éther, où ça commence à collecter toutes autres pensées semblables et reviennent à vous. C'est pour ça que le pouvoir de la pensée, le contrôle de la pensée est essentiel quand vous faites Vali. L'homme perd-il sa faculté de penser après la mort du corps physique? Non, il conserve cette faculté. N'est-ce pas? Ça n'est pas perdu. On a parlé du cerveau psychique. N'est-ce pas? Il y a une certaine continuité qui est là. La dernière question du chapitre. Peut-on dire qu'il existe une télépathie physique, cerveau physique, et une télépathie psychique, cerveau psychique? Et la réponse est affirmative. C'est ce qui permet la correspondance entre les vivants et les décès. Voilà, ça c'était la 15e question du chapitre qui pratiquement clôture ce chapitre sur l'état vibratoire. Mais alors, revenons, choc mécanique, choc électromagnétique, émetteur, transmetteur, télépathie, cerveau physique, cerveau psychique et communication. Voilà. Merci.